Bon, ben on va laisser maintenant la parole à Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail, qui va nous expliquer son point de vue sur cet accord. Merci. Je suis militant syndical. Moi, ma première carte, c'est en 63. J'avais 17 ans. Et j'ai été 30 ans inspecteur du travail. Je suis en retraite maintenant. 83 2013. De mémoire, je n'ai jamais vu un accord national interprofessionnel aussi scandaleux et régressif que celui-ci. Quelqu'un a dit une fois qu'il était historique, il l'est dans ce sens-là. Et je vous confirme tout ce qu'a dit Morad Rabi et tout ce qu'a dit Jean-Claude Bory. Il n'y a pas un seul article sur les 27 qui soit une avancée ou qui est un élément positif. On va vous le présenter dans les médias, je ne sais pas si vous aimez Yves Calvi, Langlais, sur France 2, Jadas, Dominique Seux, pour ceux qui font France Inter le matin à 7h20, ils vont vous dire, et ils le disent toujours, c'est un accord souple mais protecteur. Protecteur mais souple. Souple mais protecteur. Et ça, protecteur, ils ne vous rentrent jamais dans le détail de l'accord. Jamais. Ils vont vous dire, oh mais les CDD vont être taxés. Mais la complémentaire santé va arriver. Mais il y aura de la formation professionnelle sur toute la vie. Mais il n'y a rien de tout ça. Le diable est dans les détails, lisez-le, c'est un accord signé dans les locaux du MEDEF, sur du papier du MEDEF, avec un stylo du MEDEF, sur le dicté du MEDEF, et Madame Parizeau dit qu'il ne faut plus y toucher. Elle a même été très forte. Le 3 février dernier, sur RTL, le journaliste lui dit, mais si les parlementaires y touchent, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, s'ils y touchent, nous le ferons suffisamment savoir pour changer le regard des investisseurs étrangers sur notre pays. C'est clair. Le chantage est total. Et ils ont bien l'intention d'aller jusqu'au bout pour contraindre la majorité de gauche à accepter finalement un accord de droite. Et signé par une minorité. Parce qu'il est signé par une minorité, pourquoi deviendrait-il une loi majoritaire? Ah, vraiment la question, quoi. Pourquoi le MEDEF peut-il dicter? C'est un groupuscule, le MEDEF, électoralement. Il est tout puissant économiquement. Mais c'est un groupuscule en tant que citoyen, en tant que force. 11% des voix, quelque chose comme ça au prud'homme quand il se présente. Bon. Pourquoi le MEDEF dicterait-il la loi? Voilà, première question. Ah ouais, mais il y a des bonnes choses dedans. Alors allons-y un petit peu, parce que je vous avais déjà beaucoup dit, mais franchement, même sur les fameux CDD taxés. Si vous voulez taxer les CDD pour que les patrons en prennent plus, vous avez intérêt à mettre haut la barre. Hein. Parce que là, la taxe, elle est de 0,5 dans un cas, 1,5 dans un autre et 3 points dans un autre. C'est-à-dire que, vous le savez peut-être, le CDD, il y a 10% de prime de précarité, il y a 4% de majoration des allocations chômage, c'est à 14. Pour les certains CDD d'usage, ils les ont mis à 14,5. Pour les CDD de 1 mois, 3 mois, ils les ont mis à 15,5. Et pour les CDD de moins d'un mois, ils les ont mis à 17. Alors, 3 points. Mais l'intérim est à 15. Les patrons d'intérim ne demandaient que ça. Si vous basculez immédiatement ce que vous faisiez en CDD sur l'intérim, basta, c'est fini. Et puis, ça a été dit, sur les CDD, presque tous sont exemptés, puisque ceux pour remplacement de salariés absents ne sont pas concernés, puisque ceux de moins de 26 ans ne sont pas concernés. La liste est telle d'exemption, puisque vous avez une liste de 15 CDD d'usage qui ne sont pas concernés, et telle que 80% des CDD ne sont pas concernés, et la taxe est absolument dérisoire. Ça ne servira à rien. Il n'y aura pas un précaire de moins avec cette année, pas un seul. Les temps partiels. J'ai entendu dire, oui, temps partiel. Vous avez 3 700 000 personnes à temps partiel, vous avez 85% de femmes, vous avez 80% de personnes non qualifiées. Il y a 2 mesures qui paraît qui sont bien dedans. Il va y avoir un plancher à 24 heures. Et puis un autre, on va majorer les heures complémentaires à 10%. Alors, sauf que, d'abord, il y a déjà eu un plancher, il y a 20 ans, à 20 heures, c'est pas ça qui a changé. Hein. Mais, admettons, mais c'est pas un plancher, c'est une passoire. D'une part, parce que tous les salariés qui sont déjà à temps partiel aujourd'hui ne seront pas concernés. Alors bon, ça ne changera rien pour eux. 2, ceux qui sont à temps partiel auprès de particuliers ne sont pas concernés, ça fait beaucoup. 3, ceux qui ont moins de 26 ans qui sont à temps partiel ne sont pas concernés, ça fait encore pas mal. Et 4, si vous souhaitez vous-même ne pas être à 24 heures, vous pourrez le demander à monsieur l'employeur. Et celui-ci vous prendra à 18h, 15h, 16h, 12h, comme vous voudrez. Alors comme c'est lui quand même qui dicte, parce que, on va le dire tout de suite, hein, quand on nous dit vous aurez des choix volontaires, la mutation volontaire.
on sait tous autour de cette table et dans cette salle qu'il n'y a pas de volontariat en droit du travail, que ce qui caractérise un contrat de travail, c'est un lien de subordination juridique permanent. C'est l'employeur qui décide de la naissance du contrat, du suivi du contrat et de la rupture du contrat. Il n'y a pas de liberté dans le droit du travail, il n'y a pas de citoyenneté dans l'entreprise, il n'y a pas de démocratie dans l'entreprise, vous êtes subordonné. Et le droit du travail, c'est ce que vous avez en contrepartie de la subordination. Vous êtes subordonné, mais vous avez des droits. Tel point que Madame Parizeau avait fait l'année dernière un colloque sur la soumission librement consentie. C'était plus sympa que la subordination, parce que vous acceptiez vous-même la soumission, et donc vous n'aviez pas de droit en échange. Or, le droit, le code du travail, c'est parfois les gens ont peur du code du travail, c'est compliqué, tout ça. C'est plus compliqué le code du travail. Il y a 10 articles qui servent au prud'homme. Évidemment, c'est un texte, il est gros, mais parce qu'il y a des tas de précisions dans les métiers, dans les branches, dans les catégories, les professions, les circonstances. C'est pour ça qu'il est gros. Mais en vérité, c'est un texte décisif, même pour les gens qui ne connaissent pas. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est un texte fait de sueur et de sang, de lutte et de larmes. Chaque alinéa compte. Mais c'est le texte le moins enseigné, le moins connu, celui qu'on va défendre le 5 mars. Le moins connu, mais le plus essentiel. C'est le droit le plus intime. C'est le droit le plus quotidien, c'est le droit le plus dénigré, c'est le droit le plus fraudé. Mais votre salaire dépend du code du travail. Mais votre vie quotidienne dépend du code du travail. Et même quand les salariés ne le savent pas autour de nous, ils s'en aperçoivent un jour tôt ou tard. Et quand ils ont un problème de carrière, quand ils ont un problème de salaire, quand ils ont un problème de licenciement, le code. C'est ça qu'ils veulent passer à l'acide. Ils ne vont pas supprimer tous les droits, mais ils nous les passent à l'acide. Ils les décapent. Et c'est-à-dire le fait aussi bien pour le temps partiel. Temps partiel, le plancher c'est une passoire, j'ai dit, mais les salaires sont lissés à l'année. Le patron pourra vous faire 8 fois dans l'année des paquets d'heures complémentaires, c'est lui qui le décidera. Ce qui fait que si votre salaire est lissé, il vous fait faire un paquet en début d'année, c'est vous qui lui faites une avance sur salaire. Vous comprenez le mécanisme, d'accord? Vous aurez le droit, il y aura une négociation contre les interruptions dans la journée, des interruptions. Pour l'instant, en théorie, c'est une interruption de 2 heures maximum, ou autre par accord de branche étendue. Là, il va y avoir une renégociation pour qu'il y ait des interruptions dont la durée n'est pas encore précisée. Avec les paquets d'heures complémentaires, et vous aurez des ruptures, et ça pourra bouger beaucoup plus avec le salaire lissé. C'est pas du tout un progrès en matière de temps partiel, pas du tout. C'est du point de vue de la flexibilité, un pas en avant. Alors après, vous avez, on n'a pas parlé de ça, mais des contrats durée indéterminée, intermittent. Ça, il faut l'inventer quand même. Parce que c'est ni saisonnier, ni partiel, c'est à durée indéterminée, mais intermittent. On peut vous prendre 4 mois dans l'année, vous serez en CDI, mais votre salaire sera lissé sur toute l'année. Il n'y aura aucune des garanties d'ailleurs qui existerait dans le code, que ce qui peut exister un tout petit peu en temps partiel, ou un tout petit peu pour le saisonnier. Ah, rien de ça. Et ils l'ont fait à leur titre expérimental. Dans le chocolat, dans les articles de sport, et dans la formation. Alors, je vous dis tout de suite, le chocolat, c'est toute la brèche pour l'agroalimentaire. Les articles de sport, c'est toute la brèche pour le loisir. La formation, c'est toute la brèche pour les services. Et donc, en fait, c'est pas expérimental, c'est la brèche. Et que le CDI intermittent, c'est encore un co-nouveau qui rentre par le biais de cette année dedans. Alors, on va vous dire, oui, mais il y a la complémentaire, tu viens d'en parler. Mais la complémentaire, c'est bien qu'il y ait des complémentaires. Je suis comme toi. Pourquoi ça passe pas par la Sécu? Parce que s'il y a 4 milliards à donner, mettez-les dans la Sécu. Voilà, basta. Il n'y a pas besoin de faire un millefeuille de complémentaires, de mutuelles, parce que là, en plus, c'est bien l'employeur qui va décider. Ah, ils sont pour le contrat, ils sont pour la négociation, mais pas quand il s'agit de décider où va l'argent. Où va l'argent, c'est l'employeur qui décide, c'est écrit noir sur blanc. Il va décider pour AXA, bien sûr. Ils ont semblé le champagne à AXA. Vous avez le meilleur lobbying pour l'année, c'est AXA, Allianz, c'est tous les groupes d'assurance privée. Et pourquoi ça va se faire en 2016? Parce que ça ne se fera pas avant 2016. Il faut 18 mois de négociation, l'employeur, non, 2016, 1er janvier. Parce que le 1er janvier, il y a une directive européenne qui commence à s'appliquer. C'est très simple, c'est que l'URSSAF n'a plus le monopole de collecte des cotisations sociales. Si vous ne l'aviez pas encore, ça sera comme les trains privés sur les voies SNCF. C'est-à-dire que d'autres organismes pourront, comme ça a été fait pour le gaz ou pour l'électricité, se présenter à vous et dire « Je collecte, monsieur l'employeur, les cotisations sociales, voulez-vous me les verser à moi ?» plutôt que de les verser à l'URSSAF. Et ça, c'est une brèche qui met en concurrence la sécurité sociale et qui ouvre la voie à la privatisation, c'est-à-dire à la victoire des assurances sur les complémentaires, des complémentaires sur les mutuelles et des mutuelles sur la sécurité. C'est exactement ça que ça ouvre. Alors quand on va vous dire, Pujadas, Dominique Seux,
mais c'est bien, il y a la complémentaire santé, ne vous laissez pas abuser. Non seulement le diable est dans les détails, mais sachez répondre ça, que c'est une attaque contre la sécurité sociale, que c'est une... En plus, c'est pour un panier de soins réduit. Lisez-le dans l'accord. Un panier de soins réduit. C'est-à-dire que ça ne vous embrassera pas des choses supplémentaires à la sécurité sociale, ce sera la même chose. Mais il y a même le prix des lunettes, 100 €. C'est plus petit que ce qui est remboursé par la CMU complémentaire qui existe alors actuellement. Il y a même le prix des prothèses dentaires. C'est plus petit que ce qui est remboursé actuellement par la CMU complémentaire. Et même les employeurs, ça sera versé 50-50 entre le salarié et les employeurs. Mais à l'heure actuelle, les employeurs, ils versent 57% en moyenne quand il y a des mutuelles. Ça leur fait une petite économie de 7 mois. Il y a toujours quelque chose de gagné. Et donc ne vous réjouissez pas quand vous entendrez les gens vous dire « Ah, la complémentaire santé va être étendue ». Voyez la menace qu'il y a derrière cette forme d'extension pour un panier de soins réduit pour le compte des assurances privées, sur le plan des assureurs, quand l'URSSAF sera mise en cause du point de vue de sa légitimité à collecter les cotisations et que c'est l'employeur qui décide en 2007. Voyez tout de suite ce que ça signifie. Alors après on va vous dire « Mais il y a encore ah oui, les droits rechargeables ». Alors mais attendez... Alors, d'abord, c'est un peu soupçonneux. Ça veut dire que les chômeurs, ils aiment bien rester chômeurs, donc ils vont jusqu'au bout de leurs droits. Alors, on va dire qu'ils ont 8 mois d'indemnité, au bout de 2 mois, et on leur présente un petit boulot de 2 mois, ils pourront le prendre, puis ils retrouveront leurs droits après leurs 2 mois. Oui, mais il y a une expression terrifiante. C'est écrit « au fil de l'eau ». Alors, si vous ne savez pas ce que c'est au fil de l'eau, moi je ne savais pas, je suis quand même allé voir. Demander au Pôle emploi, au fil de l'eau, ça veut dire pas un sou de plus. Donc il n'y aura pas un centime de dépenser en plus pour permettre ce genre de lissage. Mais ça veut dire une seule chose, c'est ce qu'a dit Madame Parizeau le 3 février, ça veut dire retour à la dégressivité des indemnités pour les chômeurs, parce que pour ne pas dépenser plus avec ce système-là, si jamais il marche, tout ça c'est renvoyé à une négociation, parce que dans l'ANI lui-même, il y a une douzaine de négociations sur 27 articles, si jamais il marche, en vérité, ça se traduira par une baisse, ça ne sera pas un progrès. Bon, alors la formation professionnelle sur toute la vie. Fantastique, on se bat pour la formation professionnelle sur toute la vie. Il y a la formation professionnelle, je vous parie que Pujadas vous dira ça. Je vous parie. Alors regardez simplement, c'est 20 heures par an, plafonné à 120 heures. Vous en avez de la chance d'avoir 120 heures de formation en 42 années d'annuité de cotisation. Vous en avez de la chance. Et alors si vous doutiez, c'était déjà le kiff. Droit individuel à la formation. Sauf que c'était plafonné sur 6 ans. Ce que vous aviez sur 6 ans, vous aurez le droit de le toucher sur 42. Je ne vous dis pas si c'est un progrès décisif. Et il n'y a rien d'autre, hein, ne cherchez pas. Alors après, vous allez avoir le chômage partiel. Oula, j'ai une bêtise. Chômage partiel, non, ça s'appelle activité partielle maintenant. C'est un changement de vocabulaire. Comme vous avez dit tous les deux, il y a des sémantiques, il y a des mots qui comptent. La noble langue, tu as dit. Alors c'est de l'activité partielle. Alors ça reste à 1000 heures, parce que ça avait été allongé par Sarkozy. Bon. Et alors, par contre, le contrôle, qui avait été restauré seulement début juillet dernier, reste en place, mais ça sera plus 20 jours, ça sera 15 jours pour l'inspection du travail. Pas de petits détails. Ensuite, l'argent sera versé plus vite à l'employeur. Et ensuite, vous allez dans l'annexe, parce qu'il y a des annexes dans l'ANI. Et dans les annexes, vous verrez qu'on peut vous former pendant le temps partiel. L'activité partielle. Ça pourrait être bien. Sauf que d'une coup, vous voyez qu'il y a 2 phases de 2 fois 900 heures, et que ça n'est plus 1000 heures, mais que ça peut être 1800. Et ensuite, vous voyez que les gens qui sont formés, c'est plus 75% d'indemnité, ça tombe à 70 dans la première tranche, et de 75 à 65 dans la deuxième tranche. Il n'y a pas de petites économies. Bon, alors, ne me dites pas que si, comme ça va être compensé si tu es à temps partiel, puisque tu vas avoir des heures complémentaires majorées, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, et votre majoré à 10% dès la première heure. C'est pas vrai parce que c'était majoré à 25, dès un dixième d'heure au-dessus du plafond, et vous n'avez plus de référence à la majoration à 25, ce qui fait qu'en fait vous y perdrez même là-dessus. Sur tout, ils y gagnent. Sur tout, ils y gagnent. Voilà, on peut aller là, moi, les informations sur une base de données unique pour les institutions représentatives du personnel. Enfin, écoutez, franchement, c'était compliqué ce qui devait être donné aujourd'hui, c'est vrai. Il y avait une liste d'environ 25 textes, le bilan comparé des salaires, des salaires hommes-femmes. Notez bien qu'il n'y a pas un pas en avant sur l'égalité professionnelle homme-femme, dont on nous parlait tant. C'était, comment dire, puisque ça va venir au Conseil des ministres le 6 mars, le 8 mars, faites rapprocher l'ANI et puis le droit des femmes et les salaires des femmes. Pas un pas. Bon, alors ils vont mettre des informations qui vont être mises dans une base de données au fil de l'eau, elle aussi.
Parce que vous perdrez les dates fixes où on va vous donner tel document, tel document, tel document. Et l'employeur pourra toujours dire « c'est pas encore prêt, c'est pas encore prêt ». Vous recevrez tout à la fin de l'année, le 31 décembre, la veille du réveillon. Et si vous avez besoin d'avoir un jugement, dans la base de données, ça s'engloutira, ça s'enlisera. Et vous ne retrouverez pas les exigences qu'il y avait dans les textes précédents qui vous disaient « à la fin du premier trimestre, vous donnez ça, à la fin du premier semestre, vous donnez ça, chaque année, vous donnez ça, à date fixe, etc. » Ça va être un recul du point de vue de l'information même des IRP. Bon alors, ce que j'aime le plus, c'est surtout, on en avait parlé, mais c'est les mutations volontaires. D'abord, il n'y a pas de volontariat, mais surtout l'idée que vous pouvez avoir des mutations volontaires internes, mais externes. Bon là, je vous la donne en mille. Hein. Vous avez un accord d'entreprise, et puis vous pouvez aller vous avez le droit d'aller dans une autre entreprise. Monsieur l'employeur, je vais aller dans une autre entreprise. Alors il vous dit, vous êtes autorisé s'il veut. Et alors, vous pouvez revenir, enfin, s'il veut. Vous avez un emploi similaire. Alors, je vous signale tout de suite que les femmes qui sont de retour de congé maternité savent ce que ça veut dire qu'un emploi similaire. Ça n'a rien à voir avec l'emploi qu'ils avaient au début. Et si jamais vous n'êtes pas content de l'emploi similaire, que l'employeur généreusement vous a dit de partir, rare. Dit de revenir, rare. Eh bien, vous êtes prévenu démissionnaire. C'est prévu comme tel. C'est-à-dire, à votre place, on décide que dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que des mutations volontaires qui n'en sont pas dans d'autres entreprises? Pourquoi faire? On va ramener les secrets commerciaux, on va avoir quelle différence de salaire, et si on n'a pas l'emploi similaire, on dit non, on est eu, et puis finalement, on est à la porte parce qu'on est considéré comme démissionnaire. C'est ça qui est Molani. Ça qui est Molani. Avant les mutations, où il n'y a pas de limite, là vous nous l'avez dit tous les deux, où il n'y a pas de limite on vous envoie sur tout le territoire, à plus de 500 km. Ça sera, quand il y aura eu l'accord, obligatoire. Parce que l'histoire du salarié dans le temps, il pouvait se réclamer de son contrat de travail contre un accord collectif, c'est ce qu'on a dit tous. Alors ça a commencé avec cette histoire-là avec la loi Fillon, c'est-à-dire le principe de défaveur, c'est le 4 mai 2004. La loi Fillon, ça inverse la hiérarchie des sources de droit. Au lieu d'avoir en gros des directives, une loi cadre, une loi, un accord interprofessionnel, un accord de branche, puis un accord d'entreprise, en fait l'ordre public social se diffusait de haut en bas, on est dans une république, et puis il riguait les endroits où il y en existait le moins possible, et on pouvait avoir ainsi un état de droit dans l'entreprise. Bon, Fillon a permis que l'accord d'entreprise déroge à l'accord de branche, qui déroge à l'accord interprofessionnel, qui déroge à la loi quand celle-ci le permet. Et ça, c'est comme le sucre, quand il vous reste un petit peu de café dans le fond de la tasse. Vous mettez le sucre blanc, vous voyez encore les arêtes blanches du sucre, mais il est en train de fondre par le bas. Hein, puisque vous diluez l'ordre public social par l'accord d'entreprise qui, chaque fois, peut faire exception et qui vous introduit des conditions défavorables. Là, la LIV favorise les accords d'entreprise à fond. Mais du temps de la loi Fillon, le salarié pouvait se lever et dire « Moi, je ne veux pas l'accord d'entreprise dérogatoire et la défaveur, je invoque mon contrat de travail, j'ai tant de salaire, j'ai tant d'ancienneté, je ne veux pas. » L'employeur pouvait le licencier, mais en justifiant qu'il le licenciait économiquement et en lui donnant l'intégralité de ses droits. Là, maintenant, si le salarié fait ça contre soit l'accord de mutation prétendu volontaire, interne ou externe, soit le plan dit de maintien de l'emploi, s'il fait ça, il est mis en cause personnellement. C'est-à-dire que ça devient une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ce que je juge par ailleurs anticonstitutionnel probablement, parce qu'on ne peut pas décider à la place du juge du motif du licenciement. Mais l'ANI, lui, prévoit que si vous dites non, vous invoquez votre contrat de travail comme on a toujours pu le faire, vous ne le pourrez plus et vous serez considéré comme licencié pour cause réelle et sérieuse. Donc vous avez là un saut, même théorique, fondamental dans l'analysation du contrat de travail tel qu'il pouvait exister et être défendu, même quand il y avait des accords dérogatoires de défaveur jusqu'à présent. C'est pas rien, hein, comme le genre de rupture. Et alors après, le point que vous avez dit tous les deux, sur les licenciements, parce qu'évidemment c'est ça le plus grave, vous avez cerné le sujet, en fait c'est un accord qui facilite les licenciements, et non pas qui contrôle les licenciements. Nous voulions un contrôle sur les licenciements boursiers et les licenciements abusifs. Nous attendions la loi en ce sens. C'est ce qu'il fallait faire quand on a tous les plans qui viennent aujourd'hui, où on voit des gens se goinfrer comme à Sanofi de 2,5 milliards puis qui licencient quand même 1000 personnes. Quand on voit les constructeurs automobiles, tous qui sont mis dans la poche pendant les années dernières, et puis qui, dès qu'ils ont une petite inflexion dans la conjoncture, se mettent à faire des plans de licenciement. Quand on voit on risque de perdre la sidérurgie à Mittal, quand on voit que Goodyear est mis en cause de la façon dont il a été, quand on voit tout ça, on se dit qu'il fallait contrôler les licenciements. Et là, on a un accord qui affaiblit le droit sur les licenciements, qui le facilite et qui va le remettre, quand ça ne sera pas sous la direction de l'employeur lui-même, au direct. Alors, le direct, il n'y a plus de directeur départemental du travail dans ce pays. L'inspection du travail est mise sous tutelle.
Nous ne sommes plus, du point de vue juridique, indépendants comme nous l'étions avant. Et ils sont d'ailleurs en train de mettre en cause la place des sections de l'inspection du travail, de l'indépendance de l'inspecteur ou du contrôleur, et de son intervention en opportunité sous la pression des salariés. Maintenant, ce sera des brigades qui interviendront par le haut, sous les ordres de la hiérarchie, pour aller là et là où il leur sera dit, et sur des thèmes qui leur seront dictés. Donc il y a une mise en cause de l'indépendance. Mais elle est déjà mise en cause par le direct lui-même. C'est-à-dire tous les services de contrôle de ce pays ont été cassés, y compris sur la consommation. Vous avez vu ce qui s'est passé sur la viande, etc. C'est parce que la DGCCRF, qui était l'instrument de contrôle, a été cassé. Les douanes ont été cassées. Tout ce qui permet l'effectivité des droits et des lois sociales a été cassé du point de vue des contrôles. Et c'est bien de ça dont il s'agit avec le direct. C'est une espèce de monstre administratif, un sous-préfet qui sera aux ordres, et c'est lui qui va homologuer avec l'employeur en 21 jours. Bonjour monsieur l'employeur, venez 21 jours. Et le plan peut commencer à appliquer à partir du 22e jour. Et vous savez qu'avec ça, vous avez entendu ce matin, les Fralib ont gagné 884 jours de lutte. Au bout de 884 jours de lutte, hier, le tribunal a décidé d'annuler toute la procédure qu'avait engagée la direction. Toute la procédure. C'est-à-dire qu'ils repartent à zéro. Bon, pour eux, c'est une victoire, ils ont lutté considérablement. Mais ça ne serait plus possible avec l'ANI. Parce que c'est un délai préfixe, comme ça a été dit par vous deux, préfixe, le charabia, hein, mais on ne peut plus y toucher. On ne peut plus le remettre en cause. Le juge ne peut plus intervenir. Vous ne pouvez plus interrompre ce qui a été mis en place. Donc vous aurez 21 jours, le patron aura consulté son CE une fois seulement. Consulter, ça veut dire un avis. Ce n'est pas un avis autre que consultatif, consulter. Et après, il va voir avec son plan où il a raccourci les délais, où il a raccourci les informations, où il a simplifié les procédures, hâté les licenciements, il va voir le direct. Et le direct va dire en 21 jours, oui. Si il fait 22, ça veut dire oui. S'il fait 23 jours, ça veut dire oui. Et le 22e jour, le plan s'applique. Vous comprenez pourquoi ça veut dire faciliter les licenciements et le contraire de ce pourquoi on lutte? C'est ça qu'il faut dire, de façon claire et synthétique aux gens. On lutte contre les licenciements et cet accord facilite les licenciements. C'est un choix, c'est une guerre entre eux et nous, sur ce plan-là, quand on a 5 millions de chômeurs. Parce que faciliter les licenciements, ça n'a jamais créé un emploi. Hein. Alors ça a été dit pour la rupture conventionnelle, mais même quand le contrôle administratif sur les licenciements que tu as cité a été supprimé par Chirac et Seguin en 1986, le patron de l'époque, c'était Gattaz, avait dit puisqu'on supprime le contrôle, on va vous faire un pic d'embauche. Pas du tout, il y a eu 400 000 licenciements de plus dans l'année qui a suivi. Ça a toujours été comme ça. La flexibilité, c'est l'ennemi de l'emploi. La flexibilité, c'est l'ennemi de l'emploi. Et c'est même l'ennemi de la compétitivité qu'ils ont tant à la bouche. Parce que ceux qui produisent bien et ceux qui permettent une économie de se développer, c'est quand les salariés sont bien formés, bien traités et bien payés. Ce n'est pas les flexibles qui font progresser ou qui nous sauvent de la crise. La flexibilité, ça nous enfonce dans la crise. La flexibilité, ça rend moins compétitif. C'est la garantie du travail, la qualité du travail, le salaire qui font qu'une économie se sort ou pas d'une crise. Et ce qu'ils font, c'est nous enfoncer dans la crise. Ça n'inversera pas la courbe du chômage en 2013, cet accord. Ça va faciliter, les patrons vont se ruer dessus dès qu'ils auront ça entre les mains à la fin de l'année, pour ne plus avoir de Fralib, de Goodyear, de PSA, de Renault, etc. Et quand vous allez manifester le 5 mars, il faut ça qu'il y avoir en tête, il faut le dire autour de nous, même ceux, et bien sûr ceux qui n'étaient pas dans cette réunion, parce qu'il va falloir communiquer, le diable est dans les détails, pour ne pas se laisser avoir par les grandes phrases sur « ça va aller mieux, vous avez un accord souple, mais protecteur, mais souple ». Il a été signé par des syndicats majoritaires. Non, ils sont minoritaires. Il va dans le bon sens quelque part. Non, il va dans le mauvais sens tout le temps. Je vais vous en donner une autre des éléments qu'on n'a pas cités. C'est qu'il y a des critères pour sélectionner les gens qui sont licenciés. Et parmi le premier des critères, il y avait jusqu'à présent la protection de celui qui était en charge de famille ou en charge sociale. On disait celui-ci, on l'épargne du licenciement. Après, vous aviez l'ancienneté. Après, vous aviez le poste ou les qualifications. Hein? Eh bien, c'est fini. Le critère social, le critère charge de famille est reculé. Le premier des critères, c'est la compétence.
Or, même la notion de compétence, nous la contestons. C'est une notion patronale. Nous défendons l'idée de qualification. Qu'est-ce qu'apprécie la compétence de quelqu'un, sinon à la tête du client, le chef hiérarchique qu'il a au-dessus de lui? La qualification, les charges de famille, les charges sociales et l'ancienneté doivent rester les critères qui peuvent protéger pour sélectionner. Quand, à fin de compte, il y a des gens à licencier, même dans cette année, c'est changé ce point-là. Et peut-être un des plus durs et des plus frontales. Un des plus durs et des plus frontales qui a été adopté. Comme celui tout ce que tu as dit sur les prud'hommes, et là je ne répète pas. Enfin moi, vous savez, l'idée qu'on ne peut plus réclamer ces heures supplémentaires 5 ans en arrière, c'est une idée rude. Parce que moi, comme inspecteur du travail, souvent j'ai vu les gens, on avait 9 plaintes sur 10 pour les heures supplémentaires à payer. 9 plaintes sur 10. Il y a probablement, je pourrais le montrer, 1 milliard d'heures supplémentaires qui ne sont pas déclarées, pas majorées, pas payées dans ce pays. C'est l'équivalent de 600 000 emplois. Et les gens, pourquoi ils se laissent faire? Un jour, le gars de l'UMP m'a dit, c'est pas possible, les gens ne peuvent pas se laisser faire. Mais parce qu'ils ont peur. Donc ils ne vont pas réclamer au patron, leur sup. Après, ils viennent dans le bureau de l'inspecteur du travail. Monsieur l'inspecteur, il me licencie, tout ça, c'est pas juste. Et puis en même temps, j'ai fait des heures supplémentaires depuis 5 ans en disant, pourquoi vous êtes laissé faire? Mais si je n'ai pas le choix, hein. Bon, écoutez, monsieur ou madame, vous pouvez réclamer vos heures supplémentaires 5 ans en arrière. Je peux non seulement réclamer les indemnités pour les heures supplémentaires, mais mes heures, oui, vous pouvez, 5 ans en arrière. Vous connaissez l'histoire de la lingère de Chamonix. Elle est très célèbre parce que c'était une lingère, cette femme, elle avait travaillé de 16 ans à 65 ans comme lingère dans le grand hôtel de Chamonix. Et alors, elle était un peu simple, hein, elle travaillait de 6h du matin à 20h le soir, et elle logeait. Évidemment, le petit-fils lui a dit à 65 ans, dégage de la chambre de bonne. Hein. Et il y a quelqu'un qui l'a pris sous son aile et qui a monté le dossier, en faisant jouer un dol trentenaire, spécifique. Et elle a eu, je crois, 261 000 euros. Oui, pour les 30 ans d'esclavage qu'elle avait eu, ce qui, entre nous, n'est pas grand-chose pour ce qu'elle avait subi toute sa vie. Mais alors, Madame Parizeau, elle dit, les prud'hommes insécurisent les employeurs. À ce propos. Alors, le rapport, il est là, c'est pour ça qu'ils ne veulent plus les juges. En fait, cet accord, c'est moins d'institutions représentatives du personnel, moins de CE, comme tu as dit, moins de juges, moins d'inspecteurs du travail, moins de droits, tout simplement, moins d'état de droit, et une flexibilité plus forte pour pouvoir faire ce qu'ils veulent dans le cadre des rapports de force qu'ils construisent et instruisent de cette façon-là. Vous comprenez pourquoi il faut qu'on se mobilise. Alors, on peut prendre tout par tous les bouts. Il y a 27 articles, moi j'ai relevé 54 reculs. Je vous ai les lumières sur un blog, si vous voulez, 54 reculs en 27 articles. Vous pouvez dire une chose, il n'y a pas une avancée, pas une seule, nulle part. Nulle part. Puis après, il faut dire aux gens, on ne va pas faire toujours, tous les soirs, les 27 articles. Quel est l'enjeu? Nos droits. Nos salaires dépendent de nos droits. Le rapport de force et les droits, ça va ensemble. C'est ça. Il faut renforcer, par exemple, des quotas pour qu'il n'y ait pas plus de 5% de précaires par entreprise. Il faut rendre plus cher le temps partiel. Il faut faire une loi sur les licenciements boursiers et abusifs. Il faut permettre plus de droits au CE et pas moins de droits. Le CE devrait avoir des droits d'avis conformes, c'est-à-dire une sorte de droit de veto sur les heures supplémentaires, la précarité, etc. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller, c'est dans l'autre. C'est ça qu'on attend aujourd'hui pour se sortir. C'est comme quand on dit tous les matins, il faut dépenser moins, il faut baisser le coût du travail, etc. Tout ça, c'est des foutaises. Tout ça, on l'a vu en Grèce, au Portugal, en Espagne, partout, ça nous enfonce. Tout ça, il faut le balayer, et il faut profiter, il faut faire comme au judo. C'est-à-dire que sur cette année, en même temps qu'on se mobilise le 5 mars, il faut commencer à reposer les questions que nous voulons poser, les alternatives que nous voulons poser, les questions de renforcement. Il faut reconstruire le droit du travail et pas le diminuer. Il faut augmenter les salaires, il faut renforcer la sécurité sociale et pas l'affaiblir en même temps que l'URSSAF. C'est à partir de cette bataille qui apparaît défensive qu'on peut modifier le rapport de force que nous avons. Et il y a du temps devant nous un petit peu. Il n'y aura qu'une seule lecture peut-être, mais c'est au Conseil des ministres le 6. Ben, ça va venir au Parlement vers le 15, 20, 25 peut-être. Voilà. Ah non, mars, et puis un débat, les commissions, tout ça. Et après, vous allez voir, ça commence déjà. J'ai fait 54 amendements, hein. Mais on peut en faire plein, parce qu'il y a de quoi faire, hein, je vous dis. Dans le sens positif, dans le sens limitatif, dans le sens correctif, dans le sens inverse à ce qu'on a. Et pendant la période du mois d'avril, les mobilisations que nous aurons, que nous ferons, il faut que ça fasse du bouche à oreille. Parce que l'important, c'est de passer le message. C'est de faire comprendre ça. C'est qu'on se défend de quelque chose, d'une attaque terrible, mais qu'on veut en même temps faire valoir des droits parce que c'est enfin le moment de les avoir. C'est enfin le moment de se sortir de la crise. On ne va pas arriver dans une situation comme en Italie, non?
On va pas arriver. Qu'est-ce qu'il a fait Mario Monti en Italie? Il a distribué 2000 euros, enfin distribué, remboursé 2000 euros aux banques. 2000 euros. 2 milliards d'euros aux banques. 2 milliards. Comment vous voulez qu'il les a pris au peuple? Il les a pris sur les hôpitaux, il les a pris sur les écoles, il les a pris sur les salaires. C'est la même chose qui peut se passer absolument partout. Donc en même temps qu'on défend nos droits, on a un point d'accroche sur cette question de la vie, qu'on peut lutter contre la loi qui se prépare, en même temps on peut renverser la vapeur. C'est ce que je vous propose de faire avec Mourad, avec Jean-Claude et tous ensemble. Merci de votre attention.